la Russie est en guerre. Enfin, serait-on tenté de dire, tant ce mot a manqué. Vous savez que c'était l'euphémisme de l'opération militaire spéciale depuis plus de 2 ans qui était employé par le Kremlin. D'ailleurs, lorsqu'on employait le terme guerre, on pouvait se retrouver en prison. Une guerre qui va bien au-delà de l'Ukraine, bien sûr, c'est l'Occident qui est désigné comme ennemi. Pourquoi ce changement sémantique maintenant? D'abord, les indispensables de Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors on va d'abord revenir dans le détail sur ces déclarations de Dmitri Peskov aujourd'hui. Oui, pour le contexte, Dmitri Peskov est interrogé par un journal russe et c'est à cette occasion qu'il va employer le mot guerre. On sent que là, la formule est assumée. Ça n'est pas lâché à la volée. Il n'est plus question d'opération spéciale en Ukraine, mais bien d'un conflit pur et dur. Écoutez-le. Вот я настаиваю, да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там компашка образовалась, вот коллективный Запад плюс Украина, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, это для нас стало войной. Я в этом убежден. И поэтому каждый должен просто это понимать для внутренней мобилизации. Ça n'est pas n'importe qui le dit, c'est bien le porte-parole du Kremlin, le premier cercle de Vladimir Poutine. Donc ces propos ont été vus, revus, contrôlés. Et ce que l'on comprend, c'est qu'il laisse entendre que c'est l'Occident qui a précipité la Russie dans cette guerre. Alors un État en guerre contre qui? D'abord contre l'Ukraine, mais aussi l'OTAN et l'UE. Ce qui frappe, ce qui tranche, c'est le changement de ton, l'escalade verbale. Jusqu'ici, les Russes qui osaient parler de guerre pouvaient être emprisonnés. Et lorsqu'on l'interroge là-dessus, il répond presque innocemment « ça, c'était avant, maintenant c'est autre chose ». Question que l'on se pose tous, est-ce que ce sont seulement des paroles ? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que quasiment au même moment, Sergueï Shoïgu, le ministre de la Défense, annonce que son armée se renforce et même qu'elle grossit. Réunion au sommet, entouré des plus hauts gradés de l'armée russe. Ils sont ce jour-là une quinzaine. Tout le monde écoute solennellement le ministre. Et ce qu'il indique précisément, c'est la formation d'une nouvelle brigade dotée de bateaux fluviaux, la construction de 360 infrastructures, des bases logistiques, des bases militaires, et tout cela autour du Dniepr. Et il y a même plus, d'ici à la fin de l'année, ce sont 2 armées interarmes, c'est-à-dire de l'artillerie, des blindés, des chars, ainsi qu'une trentaine d'unités qui rejoindront les rangs de Moscou. Cela représente entre 150 et 200 000 hommes en plus pour une armée qui en compte déjà 470 000, dont la moitié environ sur la ligne de front. Est-ce le signe d'une nouvelle mobilisation? En tout cas, cela y ressemble et c'est ce que croit savoir Kiev. Écoutez le commandant des forces terrestres ukrainiennes, Олександр Павлюк. Не обов'язково це буде наступ. Можливо, вони будуть їм поповнювати свої підрозділи, які втрачають боєздатність. Але така вірогідність є, що на початок літа вони можуть мати певні сили для проведення відповідних наступальних операцій на одному з напрямків. Alors Lucille, est-ce qu'il y a d'autres signes qui montreraient que la Russie se considère bien en guerre? Eh bien, revenons à l'interview de Dmitri Peskov et sur l'État en guerre. Chacun doit le comprendre et se mobiliser intérieurement, ajoute-t-il. Autrement dit, tous les individus de toutes les strates de la société doivent être prêtes et surtout l'économie. Ainsi, on a vu Sergueï Shoïgu faire irruption aujourd'hui dans cette usine d'armes et en l'occurrence de bombes. C'est l'usine de Nijni Novgorod, l'une des plus importantes de Russie. Il est reçu en grande pompe, il prend le temps de discuter, d'observer avant de faire le point avec ses ingénieurs. L'usine produit, dit-il, 3 fois plus de bombes qu'avant. Elle tourne à plein régime, 24 heures sur 24. Et puis il y a aussi les réactions russes aux attaques des pro-Kiev russes dans la région de Belgorod. Oui, le FSB vient d'annoncer l'arrestation de 7 personnes, je cite, accusées d'être en contact avec un groupe de Russes combattants pro-Ukraine. Ce groupe, c'est la Légion pour la Liberté, celle-là même qui a brutalement pénétré sur le sol russe et qui réalisait ses coups d'éclat la semaine dernière. Poutine avait promis la vengeance et comme pour enfoncer le clou, Peskov a réitéré aujourd'hui. Écoutez-le. Есть те, кто остается вместе со своей родиной при этом. А есть те, кто стал врагом, кто буквально встал на позиции врага своей страны.
Вот только вчера Путин говорил о тех предателях, которые действительно берут оружие и начинают против нас с вами воевать. Их надо уничтожать. Alors la question qu'on va se poser longuement, pourquoi la Russie se déclare-t-elle maintenant en état de guerre ? Eh bien, c'est vrai que le timing interroge. Après les propos sur les troupes au sol d'Emmanuel Macron il y a quelques semaines, les 27 réunis à Bruxelles aujourd'hui, l'annonce sur la taxe des produits agricoles russes et avant cela les 4,5 milliards d'euros d'aide militaire pour Kiev. Comment ne pas y voir une réponse directe ? Merci beaucoup, Lucile. Ma question sera simple. Pourquoi maintenant ? Effectivement, et votre avis éclairé nous sera précieux. On commence par vous. Pierre Servan, est-ce que pour vous, il y a un aspect militaire en filigrane de ce changement, rappelons-le, qui n'est pour l'instant que sémantique, mais c'est important. Oui, c'est un changement sémantique important. Alors évidemment, le pouvoir a été renouvelé d'une façon frauduleuse, mais Vladimir Poutine se sent pousser des ailes, donc ça peut expliquer pourquoi c'est annoncé maintenant. Après, il y a des raisons plus profondes et des raisons conjoncturelles à ce changement de pied sémantique qui est quand même assez important. Sur le fond, sur le plan structurel, j'ai lu la semaine dernière dans Le Monde un entretien de l'historien Medvedev, donc un historien russe hostile au pouvoir en place, et qui décrit notamment une chose importante, qui dit, aussi bien à l'époque de la Russie tsariste, évidemment Russie soviétique, aujourd'hui Russie poutinienne, la guerre est un instrument de structuration du pouvoir et de domination d'une population qui est énorme. Et donc la guerre est en quelque sorte consubstantielle à une partie de la conception du pouvoir russe. Et d'ailleurs, le Kremlin a besoin d'un ennemi en quelque sorte. Exactement. Et Poutine, au début de la guerre, avait dit lors d'une exposition en Russie sur Pierre le Grand, il avait dit mais Pierre le Grand n'a jamais envahi ses voisins. Pierre le Grand a passé sa vie à faire la guerre à ses voisins et envahir les pays d'à côté. Poutine dit non, il n'a fait que reprendre ce qui lui était dû. Et le fait de considérer la Russie comme un empire sans frontières nourrit cela. Donc c'est un point important. Le second point, c'est que j'ai souvent parlé du régime mafieux poutinien. Je pense que c'est de plus en plus un authentique régime fasciste. Et les régimes fascistes ont besoin de la guerre. Je ne vais pas refaire l'historique des régimes fascistes du XXe siècle. Ils ont besoin de la guerre. Et enfin, sur le plan conjoncturel, il y a certainement une mobilisation qui va arriver. Donc, le Kremlin pense qu'elle passera plus facilement si on explique que il y a une agression majeure, que le pays est en état de guerre. Ils vont à nouveau raviver la grande guerre patriotique de 1941, gommant que l'Union soviétique à l'époque donc a fait la guerre, notamment la Pologne, aux côtés des nazis, parce qu'ils avaient besoin de cela. Et par ailleurs, comment dirais-je, je termine par là, Poutine, le Kremlin sent bien que dans les opinions publiques occidentales, on l'a vu après les déclarations du président Macron, déclarations que j'ai trouvées pertinentes, que les opinions publiques sont comment dirais-je, traversées de courants différents. Le fait de dire nous sommes en état de guerre, et en quelque sorte de nous menacer des répercussions des suites de ce constat-là, c'est quelque chose qui peut fragiliser, pense-t-il, les opinions publiques. Donc voilà, donc ça se passe. Tout dernier point, j'espère, la bonne nouvelle de cette histoire, c'est que, bien évidemment, vont être libérés de toutes les prisons de Russie, tous ceux qui ont été mis en prison pour avoir dit qu'il n'y avait pas d'opération spéciale, mais que c'était la guerre. J'allais en parler avec Claude Blanchet-Vaison, il faut une forme de toupet pour avoir un revirement aussi spectaculaire lorsque l'on sait qu'il y a des centaines de personnes qui ont été emprisonnées uniquement parce qu'elles avaient employé ce terme. Peskov a d'ailleurs répondu à une question à ce sujet et il a dit c'est pas le sujet, c'était avant. Ça c'était avant. C'était avant, donc on n'en parle pas. Oui, donc je crois que comme vous l'avez dit, pourquoi aujourd'hui c'est cette déclaration de Peskov? Bon, premièrement, vous l'avez dit parce que les résultats officiels ont été publiés hier et il y a une nouvelle légitimité pour Poutine, donc il faut effectivement capitaliser là-dessus. Mais je crois que le deuxième point, qui est peut-être le plus important, c'est que finalement, les Russes attachent plus d'importance que l'on ne croit à ce qui se passe à l'intérieur de l'Union européenne. Et c'était le deuxième jour du Conseil européen. Et Poutine est véritablement excédé par ce que Macron fait depuis quelques semaines, en tentant de prendre le leadership européen pour dire « nous sommes prêts à prendre le relais des États-Unis si les États-Unis étaient défaillants ». Ça, c'est l'horreur absolue pour Poutine, parce que ce dont Poutine rêve,
c'est qu'en effet, Donald Trump soit élu à la fin de l'année, et c'est surtout d'avoir un nouveau Yalta avec les Américains. Il ne veut pas négocier avec les Européens. Il les a toujours considérés comme quantité négligeable. Et il veut négocier avec le président américain. Si possible, Trump, mais évidemment. Mais si c'est un autre, tant pis. Il veut négocier avec le président américain et négocier des nouvelles zones d'influence. Un Yalta, en quelque sorte. Et puis, troisièmement, mais c'est moins important, hier, on a vu quand même un amiral hollandais, qui est le chef du comité militaire de l'OTAN, qui paradait à Kiev. C'est la première fois qu'un personnage aussi important de l'OTAN, à part le secrétaire général, se rend à Kiev, et évidemment en grand uniforme. Et c'était peut-être d'ailleurs pour dire à Kiev que les munitions, les armes, il fallait patienter un petit peu. C'était une compensation pour dire que l'OTAN soutenait, mais c'est quand même une provocation pour Moscou. Alors, il y a ce message très clair aux opinions publiques occidentales, peut-être pour diviser aussi certains dirigeants, on en parlera longuement tout à l'heure, Olga Prokopieva. Il y a aussi un message à la population russe, bien sûr, et puis est-ce une façon de préparer les esprits? On l'a vu avec Lucille de Villers, il y a un parfum de mobilisation. Oui, en fait, on le redoutait déjà depuis un certain temps. On savait qu'une fois que les élections, que je mets toujours bien entre guillemets, seraient passées, il y aurait une nouvelle vague de mobilisation dans l'armée. Et on se préparait à ça. Un grand nombre d'ONG œuvrent pour aider justement les hommes qui sont mobilisés souvent de force et qui ne connaissent pas leur droit à se soustraire à cette obligation de mobilisation, à faire un service alternatif ou autre, à les informer, à les accompagner juridiquement. Et aussi, il y a des ONG qui aident à déserter. Et aujourd'hui, il est extrêmement important de soutenir ces associations, ces ONG, et aussi de donner l'asile aux déserteurs russes. C'est un acte de résistance. Ça a été le cas en France, d'ailleurs, aujourd'hui. Quelques déserteurs ont eu le droit d'asile. Ça reste extrêmement rare. C'est rare, il y en a 18. Mais revenons sur la Russie. Revenons sur la Russie. Cette guerre est impopulaire dans l'état d'esprit au sein de la population russe. On a vu qu'il y avait toujours des difficultés à recruter, que le Kremlin a dû aller chercher dans les prisons des soldats, qu'il y a même des prisons clandestines sur des territoires occupés d'Ukraine, où sont mis dans des cachots des Russes, des militaires russes qui ne souhaitent plus participer à cette guerre parce qu'ils n'y trouvent pas d'intérêt, et en plus ils sont lâchés sans équipement, etc. Donc cette guerre est impopulaire. Il a fallu que Poutine se dessine un 87% pour tenter de faire croire à la population qu'il est soutenu par une majorité de la population. Tout cela dans un objectif de préparer les esprits. Est-ce que ça peut être rapide? Est-ce que ça peut être rapide, une annonce? Je crois qu'il y a des médias indépendants qui annoncent qu'il pourrait y avoir une mobilisation. Oui, un média indépendant russe qui a annoncé ce matin, selon ces informations du ministère de la Défense russe qui ont fuité, qu'il y aurait une préparation à la mobilisation de 300 000 hommes, dont l'objectif est de prendre Kharkiv, qu'un plan est en train de se dessiner sur ça. Donc, bien sûr, on est très inquiets. Et encore une fois, c'est pas pour rien que je dis qu'il faut aider ces ONG, parce que c'est aussi pour nous un levier pour affaiblir l'armée. Le message est reçu. Votre analyse, Laure Mandeville? Oui, moi je crois que ce qui est intéressant, c'est que pendant tout le début de la guerre, avec ce terme d'opération spéciale, Poutine a essayé en fait de rassurer d'une certaine manière sa population sur le fait que sa vie n'allait pas fondamentalement changer. Et c'est vrai qu'on a senti pendant des mois, et je dirais même pendant les 2 ans, une sorte d'hésitation entre d'un côté la montée en puissance de l'idée de la guerre et cette idée que non, vous allez continuer à vivre comme d'habitude, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai que, comme cela a été dit, il y a vraiment ce message, ce changement de sémantique, c'est un double message. C'est le message, évidemment, à la population qu'il faut se mettre en état de guerre, qu'il faut que la Russie, comme elle l'a fait dans son histoire, doit se rassembler derrière son chef, supposément réélu, comme vous l'avez dit,
dit, avec un score absolument... Nord-coréen. Oui, presque, comment dire, digne des meilleures époques dictatoriales soviétiques. Et donc, les mettre en ordre de bataille, montrer que les industries sont en ordre de bataille, etc. aussi. Et de l'autre côté, donc tout est subordonné à la guerre, et d'ailleurs aussi que tout sera subordonné sur le plan politique. C'est-à-dire que la guerre contre les ennemis du peuple continuera aussi. La répression, parce que la guerre à l'intérieur contre le peuple et la guerre à l'extérieur sont toujours évidemment complètement liées. Et l'autre chose, c'est dire aux Occidentaux, ok, vous ne voulez pas nous laisser conquérir l'Ukraine, ce projet maintenant totalement ouvertement d'éradication en fait de la nation ukrainienne, c'est quand même une liquidation de l'Ukraine en tant qu'État et en tant que nation qui est vraiment avouée et annoncée aujourd'hui par les plus hauts responsables du Kremlin. Et donc vous ne voulez pas ça, donc on est en guerre contre vous. Et je crois qu'il y a effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Monsieur l'ambassadeur, c'est-à-dire que je pense que l'initiative d'Emmanuel Macron gêne énormément les Russes. Ils ont vu tout d'un coup, alors qu'ils ne s'y attendaient absolument pas, surgir une volonté en France pour essayer de fédérer un camp de la fermeté en Europe, et ça les rend absolument malades parce que et du coup ça lui permet aussi de cette idée de l'Occident collectif d'avancer son objectif qui est beaucoup plus large et qui a toujours été présent depuis le début, qui est cet objectif pharaonique de bataille contre l'ordre occidental, contre l'ordre international. Oui. Et donc cet objectif, dans ce sens-là, Poutine devient au fond l'insurgé numéro 1 contre l'Occident, qui va mener... l'insurgé, celui qui va mener la guerre contre l'Occident au niveau global. C'est très clair, en fait. Réponse d'Emmanuel Macron cet après-midi au Conseil européen. Vous en avez fait mention, Claude Blanche-Maison. Il a rebondi sur ce mot particulier qui est employé. On va voir si, dans le fond, ça valide sa stratégie d'ambiguïté. Quiconque pense que la Russie s'arrêtera au Donbass et à la Crimée se trompe. Et en employant ce terme, il ouvre aussi même une incertitude sur les objectifs militaires de la Russie. Je crois que tout le monde partage cela. J'entendais le président Biden dire à peu près la même chose il y a quelques jours. Qui pense qu'ils s'arrêteront là? Et c'est pour ça que je continue d'appeler chacune et chacun d'entre nous à bien réfléchir. Voilà, il répondait naturellement, Pierre Servan, à ce mot, à cette expression employée par Peskov, l'état de guerre. Est-ce que ça lui donne raison au président français ? Oui, bien sûr. Je partage ce qui a été dit, à savoir que la position française gêne le Kremlin pour deux raisons. Parce qu'au Kremlin, pendant toute une partie de la guerre, la France a été considérée comme un peu un ventre mou du dispositif de soutien à l'Ukraine. Pas tellement pour les approvisionnements en armement qui étaient importants, mais politiquement, Paris pouvait être perçu comme un peu ambigu, notamment les déclarations du président Macron au début, la fameuse « faut pas humilier la Russie » répétée, voilà. Mais d'une certaine façon, ça pouvait arranger Poutine de considérer que la France, seul membre permanent du Conseil de sécurité, seule puissance nucléaire, seul pays avec une armée opérationnelle des 27, étant dans une position un peu d'entre-deux, ça arrangeait le Kremlin. Et là, pour le coup, le changement de posture de la France, sa capacité à être éventuellement leader, surtout si le président Macron, je dirais, engerbe un peu plus, comme disait le militaire, ses camarades, tout ça gêne le Kremlin. On le voit à travers des actions contre la France, cyberattaques, actions d'influence, mais y compris à Moscou, contre l'ambassade de France, etc. Et le point, c'est que ce changement sémantique qu'on a souligné, il peut avoir des répercussions extrêmement graves. C'est-à-dire qu'on peut avoir dans les semaines et les mois qui viennent des opérations de tentatives d'assassinat ou d'exécution ou des opérations extrêmement noires. Vous voulez dire en France ou à notamment l'étranger? Déjà en Russie. Alors pourquoi dis-je en Russie? Ça, c'est presque classique, j'ai envie de dire, en Russie. Oui, mais à mon avis, à une dose plus importante. Pourquoi dis-je cela? Parce que vous savez que, ça a été évoqué tout à l'heure, les services secrets russes ont, c'est extraordinaire, découvert donc des terroristes qui étaient en lien avec les groupes de combat qui ont pénétré à Belgorod. C'est fascinant, chaque fois qu'il y a un énorme problème en Russie, les services secrets, dans les 24 heures, vous arrêtent des personnes, etc. Mais la déclaration des services secrets dit ces personnes étaient en lien avec les services ukrainiens, etc., préparaient des opérations et éventuellement des attentats contre des étrangers.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que demain, si vous avez notamment à Moscou ou ailleurs, ou peut-être dans des pays européens, des attaques, enfin des assassinats, des tentatives d'assassinat, d'exécution, des empoisonnements, le Kremlin dira, enfin, notamment quand ça se passera, si ça se passe en Russie malheureusement, le Kremlin pourra dire, bah, vous voyez, c'est les terroristes ukrainiens qui l'ont fait, etc. Donc, je pense que là, je déteste le terme de tournant, parce qu'à force de tourner, on se retrouve au même point, mais cette inflexion est une inflexion importante dans la psychologie et dans la détermination de Poutine à continuer cette avancée vers un régime fasciste et à se débrider de plus en plus dans l'usage de la violence. Il a déjà montré largement ce qu'il était capable de faire. Je pense qu'on va aller plus loin. Et de ce point de vue-là, les Européens, ce qu'a fait le président Macron, est positif pour se dire... Là, on est vraiment à un moment particulier. Il faut vraiment serrer les rangs, faire face, non seulement pour les Ukrainiens, mais pour nous aussi. Et pour aller dans ce sens de l'attaque extérieure, vous parliez de Belgorod, Claude Blanche-Maison, il y a une utilisation abondante de la part des médias d'État d'images qui sont évidemment très émouvantes, notamment ces enfants qui sont obligés, disent les médias, de quitter Belgorod parce que Belgorod, je rappelle, qui est près de la frontière ukrainienne et qui a subi certaines attaques ces derniers jours, est menacé par les Ukrainiens et bien sûr derrière par l'OTAN. C'est l'une des difficultés de ces attaques. Bien sûr, elles montrent que la Russie est en guerre, mais par ailleurs, elles permettent au Kremlin de démontrer qu'en effet, il y a des groupes venus d'Ukraine qui attaquent la population civile du côté de Belgorod et ailleurs. Et ça fait un petit peu, ça alimente son discours. Pour en revenir une seconde sur ce que disait Macron tout à l'heure après le Conseil européen, en effet, c'est très important. Il dit « Ne croyez pas qu'il s'arrêtera à l'Ukraine ». Et en effet, le président Poutine n'a jamais défini ses buts de guerre. Et il se garde bien de le faire. Et Shoigu, pareil. Et Gerasimov, pareil. Les buts de guerre sont flous. Est-ce que c'est la Crimée et les 4 oblasts qui ont été annexés? Est-ce que c'est l'ensemble de l'Ukraine? Est-ce que c'est plus? Bon, évidemment que c'est plus, puisque pour l'Ukraine, contrairement à ceux qui disent il faut faire un cessez-le-feu demain matin et négocier, ou faire un cessez-le-feu pour les Jeux Olympiques et négocier, Poutine ne se contentera absolument pas des 4 oblasts plus la Crimée, puisqu'il l'a dit d'ailleurs, il veut la neutralisation et la démilitarisation, c'est-à-dire la dévitalisation du reste de l'Ukraine et son impossibilité d'adhérer à l'OTAN. Et probablement que le sujet suivant, comme l'a dit ouvertement Lavrov il y a quelques mois, c'est la Moldavie, parce que c'est tout à fait logique. D'où l'insistance mise sur Odessa, qui est la ville un peu mythique. Naturellement, c'est la grande Catherine qui a inventé Odessa, mais c'est pas une raison. Le droit international, ça existe. Et le droit international, la Russie est soumise au droit international. Ça permettrait de faire la jonction avec la Transnistrie. Donc discuter sur l'histoire ne sert à rien. C'est faire le jeu des Russes. En réalité, on souhaite que le droit international, soit respecté ou pas. S'il n'est pas respecté, c'est le rapport de force un peu partout dans le monde. Non, mais ce que je trouve très intéressant, c'est que vous dites les buts n'étaient pas définis. Ils étaient effectivement définis par nous allons dénazifier l'État ukrainien, nous allons démilitariser, nous allons empêcher que l'OTAN ne transforme l'Ukraine en base de l'OTAN. Donc tout ça, ils sont loin d'être atteints. C'était donc c'était en fait basé. Cette opération a été justifiée par un véritable mensonge ou 2 mensonges concomitants, qui est l'OTAN menace la Russie et 2, il y a un État nazi qu'il faut absolument éliminer. Et donc ce qui est intéressant, c'est que c'est le fait que nous disions ceci n'est pas acceptable, et non, donc nous allons faire en sorte que vous ne puissiez pas réaliser cet objectif, nous l'Occident, qui fait qu'il y a une escalade. Donc c'est très important. Pourquoi? Et ça nous ramène à Macron, parce que en réalité, la Russie définit ses objectifs au fur et à mesure qu'elle avance. Donc elle peut demain formuler un nouveau mensonge à propos d'un État nazi balte. Ce qu'elle a fait d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que avant d'avoir accusé l'Ukraine d'être un État nazi, vous savez que dans le début des années 2000, c'était les pays baltes qui étaient accusés d'être des États nazis. Donc ça peut tout à fait recommencer demain. Et d'ailleurs, ils ne se privent pas dans la propagande de dire régulièrement que les Baltes sont des nazis, etc. Et donc demain,
peuvent faire la même chose. Mais les Baltes, c'est l'OTAN, donc en même temps, ce serait une autre mais ce qui est intéressant, c'est-à-dire que si nous cédons sur l'Ukraine, ils peuvent tout à fait penser qu'on peut céder ensuite, puisque la montée de l'escalade, c'est le chantage nucléaire. Ah bon, vous voulez pas nous laisser faire ce qu'on a envie de faire, on va vous balancer une bombe nucléaire tactique. Donc je crois que là, il y a vraiment une prise de conscience, pour revenir à la France, qui me paraît extrêmement intéressante, notamment dans les états-majors militaires français. Moi, ce qui me frappe depuis quelques jours, c'est que ce n'est plus seulement Emmanuel Macron qui s'exprime, mais vous avez remarqué qu'on a... Le chef d'état-major des armées. Le chef d'état-major des armées, Burkhardt, qui dit que la Russie est aujourd'hui en confrontation avec nous. Vous avez le chef d'état-major de l'armée de terre, Schill, qui dit « Nous devons absolument nous préparer au pire et à prendre des risques, parce que sinon, nous ne pourrons pas éviter une guerre, justement. » Et je trouve qu'en fait, le fait que les militaires montent aujourd'hui au créneau montre à la fois la gravité de la situation, mais aussi le sérieux, en fait, de la démarche politique française aujourd'hui, qui, loin de ce qu'ont accusé certains opposants du président, n'est pas seulement, en tout cas, un élément de la confrontation politique à la veille des européennes. Pas du tout. Toute petite question, parce qu'on sait malgré tout en France, on en reparlera tout à l'heure, on parlera de la France et de l'Europe, que ça peut inquiéter, légitimement d'ailleurs. Bien sûr. Cette perspective. Olga Prokopieva, vous êtes en relation tous les jours avec des gens en Russie. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'inquiétude malgré tout, qui n'est pas manifestée ouvertement dans la population, mais la guerre, on sait à quoi ça peut mener, et même les Russes doivent considérer que l'OTAN n'est pas tout à fait un mince adversaire. La guerre, pourquoi est-ce qu'ils l'ont enfin appelée la guerre? Parce que ça fait peur, bien sûr, et ils avaient peur de créer un émoi dans la population. Donc la propagande avait pour ordre de ne parler que d'opérations spéciales, sauf que maintenant ils sont obligés de changer de rhétorique pour préparer la population. Et ces images que vous montriez de Belgorod, par exemple, elles marchent terriblement bien en Russie. Quand je parle à des proches là-bas, ils me disent ouvertement la France, avec des missiles venus de France, parce que la propagande va loin, des enfants russes sont bombardés déjà sur le sol russe. Ça marche terriblement bien. Oui, on a vu tout à l'heure. Et tout cela, ça empoisonne. L'objectif était, avec ces mises en scène qui sont malheureusement en fait des images réelles, mais qui sont vraiment mises en scène par la propagande, de montrer que la Russie est en danger, que la Russie doit riposter, et bien sûr c'est toujours contourné sans expliquer ni le début, ni qui a enclenché, ni qui voilà, est l'initiateur de cette terrible guerre qui reste Poutine et le Kremlin. Et cette rhétorique, malheureusement, elle fonctionne, et c'est pour cela que il faut faire un travail sans relâche de lutte contre cette propagande, d'essayer d'expliquer à la population russe par tout moyen, par tous les relais qui existent encore, de médias indépendants qui essayent d'informer via YouTube, via les réseaux sociaux, quelle est la vraie réalité de cette terrible guerre, et que ces fausses menaces ne sont là que pour nourrir la peur de la population, pour qu'elle avale la pilule d'une mobilisation générale ou d'une guerre qui serait ouvertement déclarée.